Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups. Qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets. Et il est temps que ça change. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. Si le sujet vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de gérer vos finances par vous-même, je vous suggère de prendre contact avec OTA Capital, qui sponsorise La Martingale. Leur métier est justement d'accompagner des gens comme nous dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Il suffit pour cela de les contacter sur lamartingale@ota-capital.com ou en tapant directement OTEA sur votre moteur de recherche préféré. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être chez Entrepreneur Venture avec Frédéric Zablocki. Salut Frédéric. Salut Mathieu, bienvenue. Merci. On va faire un épisode. Alors, j'ai fait récemment un épisode sur comment investir dans des startups. Là, on va passer ensemble à l'étage supérieur, voire supérieur, quoi. Parce que là, on va partir à la quête des licornes. On va chasser les licornes. C'est ça aujourd'hui. Alors, les licornes, ça existe. Il y en a pas énormément, mais ça existe. Alors, tu vas me raconter pourquoi tu les connais et comment tu connais ça. Donc, toi, t'es le patron et le fondateur de Entrepreneur Venture. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fondé Entrepreneur Venture il y a pratiquement 20 ans, en 2000. Suite à une expérience entrepreneuriale dans les télécommunications. T'es un dinosaure en fait, quoi, presque, hein, dans l'univers des startups, quoi. Oui, alors pourquoi pas le terme dinosaure. Donc en fait, entre les licornes, non, mais je dis ça, c'est avec beaucoup de respect, mais je veux dire, c'est très tôt, 20 ans. Bien sûr, parce que je suis entrepreneur assez rapidement après ma sortie à l'EM Lyon. J'ai fait 3 ans chez KPMG en fusion-acquisition. D'accord. Et après, j'ai créé ma société dans les télécommunications qui s'appelait Intercol. Ouais. Donc dans les années 95-2000. D'accord. Et la société a connu un succès important dans la mesure où on est passé de 0 à 56 millions d'euros en 4 ans. C'est pas mal. Et pour ça, j'ai reçu 2 fois le prix Croissance Plus de la société qui a le plus cru en France. D'accord. Au niveau organique. Remis par Dominique Strauss-Kahn, qui est très connu. Oui. Ministre de Finances très connu mondialement. Oui, mondialement. Et après, donc l'ancien patron du FMI, notamment. Exactement. On n'en parlera pas plus. Autrement, effectivement, la société était cotée en 99 sur la bourse de Paris. Et donc, moi, j'ai quitté l'entreprise en 2000 et j'ai revendu à Telecom Italia. 4-5 ans. C'était en 2000, en 2001 à peu près. D'accord. Et donc, j'ai créé cette gestion en 2000 pour aider les entrepreneurs justement à grossir en évitant les erreurs qu'on peut faire. On est souvent seul en tant qu'entrepreneur ou 2-3, hein, je parle des équipes. Ouais. C'est bien de pouvoir aussi compter sur des gens qui ont des expériences un peu similaires de croissance et qui ont connu des succès, mais dans les succès, il y a toujours des difficultés. Et c'est pour ça qu'on a créé Entrepreneur Venture en 2000. Donc, si tu te mets, en gros, tu t'es dit, j'ai fait des erreurs durant cette période, je vais essayer de transmettre une partie de mon apprentissage à d'autres personnes en créant Entrepreneur Venture, sachant que quand tu te mets de l'autre côté de la barrière, j'imagine que ça crée aussi des opportunités pour des gens qui peuvent ou veulent financer des entreprises en forte croissance. C'est ça un peu? Non, tout à fait. L'idée, c'était de dire, on est parti de 2, on est arrivé à 120, on était dans 4 pays. Ça n'a pas été simple tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir peut-être accélérer, je dirais, et aider ces entrepreneurs à passer des caps. D'accord. Différents caps qui viennent de la start-up à la société en forte croissance, la société en maturation, et puis peut-être le dernier cap avant soit devenir un acteur très important, soit passer la main. C'est souvent un peu le cas en France au niveau des ventes industrielles. Et voilà. Et donc l'idée de là, c'est passer un peu de l'autre côté du terrain, donc plutôt devenir entraîneur et pas joueur comme on était avant. Ça peut être un peu frustrant, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses et beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs de qualité. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de licorne. L'idée, c'est de se dire comment je vais à la chasse à la licorne. Où est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que c'est une licorne déjà? Alors une licorne, on en parle beaucoup, c'est un peu galvaudé comme terme, mais le terme exact c'est $1 milliard de valorisation. C'est-à-dire qu'on estime que la valorisation de la société non cotée, c'est non coté, donc c'est très important, c'est $1 milliard.
Donc, ça veut dire que, par exemple, prochainement, on devrait avoir Uber et Airbnb, si je me trompe pas. Donc Uber fait partie, je crois, de licornes les plus valorisées au monde, c'est-à-dire non cotées. Et donc, elle ne deviendra plus une licorne quand elle sera cotée sur la bourse de New York. On estime à 85 milliards de dollars la valorisation d'Uber. D'accord. Très grosse licorne. Tu vois, je savais pas qu'une licorne passait n'était plus une licorne une fois qu'elle était cotée. Mais en effet, ça, donc c'est une, comme le disent les Américains, privately held, ou une société privée, entre guillemets, et elle devient entre guillemets, alors pour nos publics, voilà, donc après l'IPO, la cotation en bourse, généralement par le Nasdaq quand on est aux États-Unis, et en France, on est sur d'autres types de marchés. En France, on est sur Euronext. Donc après, il y a différents niveaux chez Euronext, mais bon, c'est Euronext. D'accord. Donc l'objectif, c'est de se dire, quand on cherche et qu'on chasse une licorne, on va se dire, je vais essayer de trouver une boîte qui va devenir public, enfin en tout cas faire une IPO, se faire coter en bourse pour utiliser mon terme français, et donc je veux rentrer suffisamment tôt en amont pour que le jour où je puisse avoir une liquidité, c'est-à-dire cette cotation en bourse et revendre liquidité ou revendre un industriel. Ça se fait aussi qu'une licorne est absorbée avant d'aller en bourse, mais à cette valeur-là, c'est-à-dire cette valeur supérieure à $1 milliard de dollars. D'accord. Et alors du coup, des licornes, on n'en trouve pas beaucoup, évidemment. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle une licorne, c'est assez rare. Non, il y en a très peu. Et encore moins en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même jusqu'à il y a peu, c'était l'apanage des Américains et de quelques peut-être très grosses sociétés, je sais pas, chinoises mais. Alors effectivement, quand on regarde un peu la géographie des licornes, il y en a énormément aux États-Unis. Enfin, énormément. Il y en a plus de 400 ou 500 aux États-Unis. C'est ça. Moi, il y a des noms de licornes. De temps en temps, j'entends des boîtes américaines. On me dit, c'est une licorne. J'ai jamais entendu ce nom-là nulle part. Ouais, parce qu'il y en a quand même aux alentours de 400. Donc, il faut les connaître. C'est ça. Il y en a certaines en Asie, notamment en Chine. On a quand même pas mal de licornes aussi en Chine. On en a peu en Europe. C'est une question de taille de marché, j'imagine. Exactement, c'est une question de taille de marché. Si on regarde un petit peu en France, il y en a encore moins. Alors en France, dernièrement, donc on a quelques licornes qui sont apparues. Doctolib, maintenant une licorne. On a une Neoen dans l'énergie qui est passée donc public, qui était une IPO de plus d'1 milliard l'année dernière. D'accord. Dessus, on parle de Blablacar aussi au niveau des licornes, et puis on estime peut-être d'autres sociétés comme Ledger qui vont peut-être devenir des licornes. Bon, vous en avez, je dirais en France, une 15-20 qui pourraient prétendre devenir licorne assez rapidement. Ledger, dont je te disais que j'avais eu Éric Larchevêque, le patron, qui nous parle de Bitcoin, notamment sur la martingale. Ça veut dire que c'est quand même une chasse un peu éphémère, puisque elles sont souvent vite soit introduites en bourse, soit absorbées. Donc on n'a pas une fenêtre de tir très grande. Alors première question que je pourrais avoir là-dessus, c'est comment. Alors non, avant ça, est-ce qu'une licorne, souvent quand on va sur les startups, on se dit c'est très risqué parce qu'une startup, on investit dans une boîte avant qu'elle devienne ce qu'on appelle peut-être une scale-up, donc on parlait de croissance, mais votre spécialité. Hein. Votre spécialité aussi, d'accord. Et la startup, c'est ultra risqué parce qu'on sait qu'il y a entre guillemets un carnage dans ton portefeuille d'investissement. Il y en a 4 qui vont disparaître au moins. Il y en a 6 qui vont rien. Enfin, voilà, à la fin, il t'en reste 1, 2, 3 si t'as de la chance. Dans une licorne, je pourrais me dire en fait, et tu vas probablement me dire que j'ai tort, comme souvent. Et que finalement, j'investis dans une boîte qui est déjà grosse, qui fait déjà plein de chiffres d'affaires, donc je prends pas beaucoup de risques, quoi. Pas tout à fait, parce que les licornes, c'est souvent des sociétés technologiques qui sont des scale-up qui avancent très rapidement. D'accord. Donc, elles ont des caractéristiques. Première caractéristique, elles demandent quand même beaucoup d'argent. Donc, beaucoup de levées de fonds. Donc, quand les levées de fonds se font, qu'on n'est pas loin de la licorne, elles se font des valorisations très élevées. D'accord. Donc, pour l'investisseur, qu'il soit privé ou professionnel comme des fonds comme les nôtres, il y a quand même un risque parce qu'on rentre à une valorisation très chère. Donc, il faut être sûr quand même qu'elle va passer la dernière étape pour devenir cette licorne-là. Voilà. Après, quand le risque de faillite, effectivement, est beaucoup plus faible que la start-up parce qu'elle est bien capitalisée. Donc, le risque est plutôt sur je rentre peut-être un peu cher par rapport à ce que ça va devenir. Et c'est là la beauté du geste des gens qui arrivent à bien les identifier, parce que en fait tout ça est enfin c'est presque Inception. Ce que je veux dire, c'est que tu rentres dans une boîte
qui fait déjà beaucoup de chiffre d'affaires, qui a besoin de beaucoup grossir, donc de consommer beaucoup de cash. Donc comme elle a besoin de grossir, évidemment, elle n'est pas rentable puisqu'elle consomme du cash. Elle est souvent pas rentable. Et parce que l'objectif, si elle était rentable, elle aurait pas besoin de ton argent, entre guillemets, sauf peut-être pour des besoins de fonds de roulement et de trésor. Oui, mais, c'est ça. Mais finalement, elle pourrait faire de l'emprunt. Ou, oui. Voilà. D'ailleurs, on verra comment on investit dans ces licornes. Et du coup, en fait, t'as les analystes qui vont te dire non mais c'est n'importe quoi. Cette boîte qui vaut 85 milliards, elle perd 3 milliards par an ou par trimestre. Comment on peut mettre autant d'argent là-dedans, quoi? Ah non, mais je pense à Uber notamment. Bien sûr, non mais c'est des vrais débats. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas une science exacte. Donc ça c'est déjà intéressant pour le métier parce qu'on n'est pas une science exacte. Alors nous effectivement, Entrepreneur Nature, on est dans la scale-up. C'est juste avant la licorne, c'est-à-dire qu'on prend moins de risques au niveau de la valorisation, c'est moins cher. Par contre, on aura peut-être plus de mal à en trouver des licornes parce que quand même entre la scale-up pour devenir licorne, il y a encore un certain temps, un certain montant d'argent. Donc tout dépend où on se place. À ce niveau-là. Ton idée, c'est de trouver des scale-up qui deviendront les licornes. Alors, licornes ou qui approcheront de valorisation de licorne. Ce qui fait qu'on prend moins de risques au niveau de valorisation. Par contre, l'entreprise, elle aura encore un plus de chemin à faire pour arriver à ce milliard de dollars. Et peut-être qu'elle n'arrivera jamais à ce milliard de dollars, mais c'est pas très grave parce qu'on sera rentré avec une valorisation qui est potable et donc on fera notre théorie classique. Après, de ce métier, des chercheurs de licorne, comme on dit, il y a quand même typologie de fonds un peu différentes. Vous avez ça c'est important peut-être pour les gens qui nous écoutent, de comprendre un peu l'écosystème, comment ça marche. Parce qu'on parle des startups, c'est pas les mêmes fonds qui vont dans les startups et c'est pas les mêmes risques non plus qui sont attendus, pas même de retours qui sont attendus. Dans les startups, de plus en plus, il y a peu de fonds qui viennent quand même, parce que c'est comme vous dites, comme tu dis, extrêmement risqué. Et donc les startups sont de plus en plus financées plutôt par des gros privés et ce qu'on appelle le friends family, c'est-à-dire l'entourage un petit peu autour. Et après, une fois que elle a montré certaines choses, que ça soit du chiffre d'affaires, un business model qui peut devenir rentable, des produits intéressants, il y a les scale-up. Donc là, il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans, c'est là où on est. Et après, en passant à la scale-up qui réussit, à ce moment-là, il y a des fonds encore plus gros, là, qui essaient de chercher les licornes, les licornes. Et à ce moment-là, c'est ces fonds-là qui vont mettre les derniers argents, mais de manière assez massive. Quand on parle de levée de fonds 50 millions d'euros, voire 500 millions. Oui, alors SoftBank, on parle de. Voilà, alors ça, c'est les grosses licornes asiatiques. Disons qu'en France, on est une grosse levée, c'est 100 millions. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les grosses levées pour arriver à cette possibilité de devenir des licornes. Donc cet écosystème fait que en France, on n'est pas si mal que ça au niveau de la licorne. Par rapport à d'autres pays européens. Ceci dit, on est petit par rapport aux États-Unis parce qu'on n'a pas les mêmes marchés, on n'a pas les mêmes moyens financiers. Mais c'est ça, c'est que on en parle de temps en temps dans mon podcast Génération du Yourself. On a cette chance en France d'être quand même un gros pays européen. Je veux dire que quand on est au Portugal ou en Suisse, c'est relou, quoi. Oui, c'est très bien, il fait beau au Portugal et j'aime beaucoup la Suisse. Mais alors, oui et non. Alors, c'est-à-dire qu'au Portugal, effectivement, c'est très compliqué parce que le pays est très sympa. Simplement, il n'a pas d'écosystème financier. Il n'a pas d'écosystème financier. Ensuite, vous avez l'écosystème financier privé. C'est-à-dire vous avez des gros privés, donc c'est pas mal pour la start-up. Pour la licorne, c'est plus compliqué. Non, mais je dis ça, après on va pas s'éterniser là-dessus parce que je vais te faire... mais c'est vrai que la Suisse a quand même d'autres choses, c'est que c'est 3 langues, c'est que c'est c'est l'enfer. Ils ont l'habitude c'est compliqué. Mais en revanche, si on prend un peu plus de recul, l'Angleterre est par historique un système financier adapté au capital et anglophone, ce qui est à assez risque important. Et investissement et anglophone. La France est souvent un peu derrière, mais bien aussi, parce qu'on a quand même cette culture d'ingénieur, cette culture aussi maintenant du capital risque qui s'est bien développée depuis une vingtaine d'années. Et puis en troisième lieu, vous avez les Allemands qui ont une culture financière peut-être inférieure, mais qui ont toujours cette faculté industrielle intéressante. Alors je voudrais revenir sur un point que tu as donné tout à l'heure. Tu dis en fait de plus en plus de professionnels vont plus sur la start-up. Oui. Bon alors on a parlé avec SoWeFund récemment justement sur les aspects start-up. Moi ça m'inquiète quand j'entends que des professionnels n'y vont plus parce que tu te dis en fait ça veut dire que c'est pas intéressant entre guillemets ou trop risqué. Trop risqué. Je dis pas intéressant, je dis trop risqué. Mais si c'est trop risqué. Est-ce que c'est là où tu gagnes le plus d'argent ? Est-ce que si tu places bien dans une start-up dès le début, en fait, ma question, si je dois la poser autrement, entre la start-up, la scale-up et la licorne, où est-ce que tu fais un multiple le plus important si tu as fait le bon choix ?
Si tu as fait le bon choix. Ah non, mais ça fait le bon choix, c'est clairement la start-up. Le seul souci en tant que professionnel, c'est d'expliquer à nos clients le taux de défaut, c'est-à-dire le taux de faillite qu'on peut avoir. C'est compliqué. Et après, si on n'arrive pas à compenser ces taux de faillite par un ou deux grands succès, c'est compliqué aussi. Et alors, pourquoi je dis que c'est compliqué en France plus qu'aux États-Unis? Ou je dirais qu'aux États-Unis, moi, je dirais investir dans les startups, pourquoi pas? Parce que quand on a un vrai succès, on a des multiples très importants. Quand je dis multiples, c'est le multiple de plus-value que vous faites. Ouais. On prend un exemple. Aux États-Unis, il est pas rare. Une startup qui marche très bien et qui est revendue assez rapidement peut faire du 100 fois. En France, c'est extrêmement... Enfin, j'en connais pas, mais c'est peut-être arrivé, mais c'est extrêmement rare. Donc nous, nos bons multiples, si on prend des multiples de start-up, c'est faire peut-être 5 à 10 fois. Mais est-ce que ces multiples vont compenser le taux de perte? C'est pas évident. C'est simplement statistique. En revanche, quand on fait du scale-up, faire 2-3 fois, c'est pas mal. Mais étant donné que vous avez un taux de perte qui est faible, tout compte fait, le rendement sera meilleur. Mais mon inquiétude là-dedans, c'est quand même que pour avoir quelques investissements ou cofonder pas mal de boîtes, je t'ai pas expliqué, mais on a un petit startup studio, on crée des boîtes en fait, et une fois que les fonds rentrent, quand les boîtes marchent très bien, en fait, ils essayent de te serrer ou un peu de sortir quand même. Je veux dire, il y a un moment où faut quand même être assez fort et assez, en tant que early stage investor notamment, avoir aussi potentiellement un peu de cash parce que quand faut remettre au pot, sinon tu risques de te faire vraiment rincer, quoi. Tout à fait. Donc malheureusement, je pense que tu as la bonne analyse et c'est un petit peu ennuyeux. Pourquoi ennuyeux? Parce qu'il y a eu des risques pris par des privés. C'est ça, qui sont très forts. Privés, qui sont bien. Les friends family, c'est-à-dire ceux qui étaient autour de l'entrepreneur, l'entrepreneur lui-même. Et à un moment donné, s'il y a un commencement de succès, il faut trouver d'autres sources de financement. Donc on va avoir des fonds plus professionnels comme les nôtres, d'ailleurs. Et c'est là où il faut une certaine éthique. Parce que quand on rentre, nous, souvent, on est très fair-play vis-à-vis des premiers financeurs. Là-dessus, surtout ce qu'on appelle les différences, qu'on appelle les parts de préférence. Ouais. Si tu connais un petit peu les différences entre les séries A, les séries B, les séries C, qui n'ont pas forcément les mêmes droits. Et c'est là où on peut avoir des divergences. Et donc on essaie quand même de faire remonter les business angels financiers au même niveau que nous quand on rentre. D'accord. Donc c'est assez compliqué effectivement de gagner de l'argent pour tous ces problèmes-là, parce que si la société marche, elle aura besoin de plus d'argent, donc il faut bien réussir son premier tour d'investisseur, pour que les gens qui sont allés tôt dans l'entreprise soient récompensés. D'accord. Donc il faut avoir peut-être encore un petit peu de réserve, comme tu dis, et aussi des entrepreneurs qui savent bien faire le mixte entre les deux populations. Et puis être fort, je veux dire... il y a quand même quand je dis être fort, c'est il y a quand même un moment où quand les choses avancent, et je l'ai vécu une ou deux fois bien dans le bon sens, et que t'as les fonds qui rentrent, il y a quand même un moment ça fait un peu tourner la tête déjà, et puis t'es impressionné. Toi c'est ton métier, tu l'es peut-être moins, mais je veux dire quand t'es en face, que t'as investi assez tôt dans un truc, t'as les gens qui te parlent, c'est des grands professionnels, etc. Et puis ils te donnent des trucs au dernier moment en disant faut signer ça. Mais non, en fait, t'es pas obligé, quoi. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas facile. Il faut savoir résister. Et il y a un autre petit problème que nous on voit en tant que professionnels, c'est que souvent l'entrepreneur s'est débrouillé avec des bouts de ficelle quelque part, c'est-à-dire avec très peu de cash. Nous, on arrive peut-être avec 2-3 millions d'euros. Et c'est beaucoup. Ouais. Et c'est beaucoup. Et souvent, il faut garder la tête froide et il faut pas s'éloigner trop de la rentabilité. Ouais. C'est ce que nous, en Short Mentor, on essaie d'inculquer comme valeur, c'est tout proche de la rentabilité et passer rentable le plus rapidement possible, parce qu'après on est très très bien pour pouvoir justement négocier avec des fonds ou d'autres sources de financement et de pouvoir dire non. Sachant que en plus montrer, quitte à se dire après on va se remettre dans le rouge parce que c'est l'objectif d'investir, mais montrer qu'on a la capacité, l'aptitude à être rentable, à être frugal sur certains moments de sa croissance, je pense que pour nous c'est fondamental, c'est partie des ADN que l'on a et pour nous c'est vraiment fondamental. Alors effectivement, différents types de fonds, différents types d'approches. Donc chacun a ses approches, mais nous c'est essentiel pour nous parce qu'on explique à l'entrepreneur que, en étant l'ancien entrepreneur, quand tu es rentable, tu es beaucoup plus fort dans ta négociation. Ouais. Et tu es beaucoup plus serein parce qu'à un moment donné, on peut pas dire non. Si vous êtes mis sur une pente de croissance trop forte, vous avez un cash burn trop important, c'est pas facile de pouvoir négocier avec un fonds même s'il t'intéressait. Et alors le fait qu'il y ait beaucoup d'argent en ce moment, tout le monde dit ça sur le marché.
Évidemment, dans cette loi de l'offre et la demande, c'est forcément pénalisant pour les investisseurs. Je veux dire, du coup, ça fait des valos plus chers et où tu peux encore trouver des Après, il faut faire attention au phénomène de mode. Hein. Moi, je l'ai quand même connu l'an 2000, donc je sais ce que c'est que en tant que dinosaure. Donc, je l'ai vexé. Hein. non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'expérience. Bah, justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je voulais dire. Donc, je sais ce que c'est. À un moment donné, il faut savoir passer son tour. Hein. Avec beaucoup de respect. Non, il faut savoir passer son tour. Ouais. Donc, c'est ce que j'explique un peu à mes équipes. Hein. Il faut passer son tour, tout simplement. Même si t'as beaucoup bossé sur un projet. Il faut savoir passer son tour. Parce que, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul et se dire, bon, ok, on se calme. Le petit problème, c'est qu'on paye une entreprise qui, en fait, à la sortie, vaudra autant si elle a un succès. Donc, c'est pas la peine. Donc, on laisse tomber. Ouais. Donc, chez Entrepreneur, on a vraiment ça en tête. Il peut y avoir quelques surchauffes, mais quand même, la différence peut-être avec l'an 2000, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités de faire des business models rentables et de manière assez saine, je dirais. Je reviens sur ma question, où est-ce qu'on fait le plus d'argent? Donc si, juste pour la reformuler, en volume, enfin en croissance, en multiples possibles, c'est la start-up, voilà. Mais c'est très 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 risqué évidemment. Voilà. Donc le moins on prend de risque, le moins on fait d'argent en gros, hein, c'est toujours pareil. Donc évidemment, donc plus on monte dans et en fait finalement t'arrives start-up proche de la licorne, proche de la licorne et après IPO et après t'es en bourse et en bourse tu peux faire de l'argent mais généralement voilà. Okay. C'est exactement ça. Après la bourse n'est pas la fin. On peut avoir des déceptions. Ouais. Les dernières entrées en bourse sont déceptives. On peut parler de Lyft, notamment le concurrent d'Uber. On peut regarder le parcours de Facebook qui était très difficile au départ. Et puis après, ils sont repartis pour une très belle croissance boursière. Et à ce moment-là, ça valait le coup de rentrer avant la licorne et de pas sortir totalement son argent quand elle est rentrée en bourse. Hein. Mais et si je reviens là-dessus, la bourse justement, ça en revanche, ça se fait. J'ai l'impression que ça se fait plus en France, quoi. Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, on organise chaque année avec Euronext, notamment le Grand Prix des licornes et le cabinet Roland Berger. Et pourquoi Euronext? Parce que Euronext a besoin d'expliquer aux entrepreneurs que la bourse, c'est aussi une façon de lever de l'argent et d'avoir une notoriété. Et effectivement, il y a moins d'entrain pour la bourse que peut-être il y a une vingtaine d'années ou même une dizaine d'années derrière. Parce qu'il y a eu cette crise aussi que les marchés s'ouvrent et se ferment. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une levée de fonds en bourse, vous savez pas si le marché est fermé, il est fermé, même si vous avez une très bonne entreprise. Parce que c'est comme ça. Donc ça, c'est embêtant pour l'entrepreneur. Autre chose, les entrepreneurs ont parfois peur un peu de toute transparence, parce que quand on est en bourse, plus de transparence. Ouais. Parfois, ça fait un peu peur. Et parfois, ils ont peur, et là, je trouve ça un peu dommage. Ils pensent que c'est très, un peu bureaucratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de papiers à faire, beaucoup de reporting, etc. Pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça. Quand on regarde effectivement ce que demande Euronext, notamment sur des marchés growth, etc. C'est plutôt simple et c'est pas si compliqué que ça. Et puis c'est assez simple d'en avoir un peu. Je veux dire, ça veut dire que t'as un peu de contrôle, que ça peut éviter des due deals derrière immenses parce que t'as des dossiers accessibles et bien organisés, donc c'est pas si mal. Donc pour moi, je suis pas. Je dirais que effectivement, c'est pas forcément aujourd'hui la principale source de financement des scale-up ou des futures licornes, mais moi je pense que c'est un peu dommage. Et on va voir ce qui va se passer parce qu'une place boursière c'est très important pour le développement de la finance, je dirais française. Et c'est vrai que alors peut-être Euronext s'est fait un peu griller par le Nasdaq où en fait quand t'es entrepreneur tu fabules un peu sur le Nasdaq où tu te dis c'est là où j'ai envie d'aller. Un petit peu de recul. Il y a très peu d'entreprises françaises qui sont cotées sur le Nasdaq. Donc si on veut quand même faire quelque chose un peu plus, on veut des valorisations, imaginons aux alentours de 50-100 millions d'euros pour lever de l'argent, ça va être compliqué de le faire sur le Nasdaq. Donc c'est plutôt Euronext. Après Euronext est en compétition avec des fonds de dernier tour de Let's Stage qui sont capables de mettre 20, 30 millions d'euros, 40 millions d'euros sur les entreprises. Mais je pense que l'entrepreneur ne pense pas assez à la bourse. C'est mon sentiment. Après c'est à Euronext de faire connaître ses qualités. Et quand tu fais ce prix des licornes, donc l'objectif c'est quand même de sentir certaines au plus tôt, en amont. Oui. C'est quoi c'est que du chiffre, c'est quoi tes
petit secret Alors, on va pas donner notre secret de fabrication. Mais allez, un petit peu, Frédéric, s'il te plaît. On est trop écoutés là. Donc, non, mais quand on regarde, effectivement, donc vous pouvez retrouver sur Challenge, donc chaque année, hein, donc les top 50 des licornes. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans les top 50? Bon, d'abord, il faut regarder un peu les levées de fonds parce que c'est compliqué de devenir licorne. Si vous avez levé zéro argent, c'est très très rare. Je pense que à part la société, alors je m'en souviens plus trop le nom, peut-être que tu vas m'aider, très très connu dans l'hébergement. Airbnb? Non, l'hébergement de données françaises. Oui, très bien, OVH. EVH, voilà. À part OVH qui a levé très tard et qui était un énorme succès, c'est compliqué. Alors, la plupart des entreprises ont levé 30, 40, 50 millions pour être un peu dans le palmarès la plupart du temps. Donc une certaine levée de fonds, parce que cette levée de fonds amène une croissance qui permet de prendre un marché. Voilà. T'arrives pas là en sous-marin. Non. Genre, ça, non, mais voilà. Donc ça c'est un premier point. D'accord. À partir de là, on regarde un peu la performance. C'est-à-dire la performance pour moi, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça apporte l'entreprise à son marché. Et la croissance de son marché. Donc si on prend Doctolib, qu'on avait mis en future licorne et que devenu une licorne, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il avait apporté vraiment quelque chose. C'est-à-dire il a un peu révolutionné quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire la prise de rendez-vous. Et après il a fait un business model qui peut être très rentable là-dessus avec une forte croissance. Si on prend cet exemple-là. Après Talentsoft qu'on a récompensé dernièrement, simplement c'est que c'est une très belle équipe. Ils ont trouvé leur marché, la clientèle réagit et puis ça peut être une société mondiale. Oui. Voilà, c'est quel critère. Neoen, Neoen qui est devenue une licorne aussi parce qu'elle s'est cotée sur Euronext, elle avait quand même bien grossi quand on l'avait vu. Elle avait bien réussi à lever son argent sur un secteur des énergies renouvelables qui est en croissance. Quelques exemples. Après, sur les biotech aussi, on a licorne. C'est des choses qu'on connaît moins bien chez nous, mais il y a des spécialistes pour ça. Et les biotech peuvent devenir des licornes s'ils arrivent à trouver, je dirais, des molécules extrêmement importantes. Alors, par exemple, du coup, je suis tes conseils ou ton analyse, ta grille d'analyse. Très en amont, parce que je pense qu'elles vont bien en dessous de ça. Je te parlais tout à l'heure de Cyril Chiche que j'ai eu sur le patron de Lydia sur Génération Do It Yourself, un épisode que je recommande si ceux qui l'ont pas écouté. Je fais un peu de promo entre mes podcasts. Ah, mais il faut, hein. Voilà. Et pour moi, c'est potentiellement une vraie licorne. Il a des éléments de croissance hallucinants. Il me parlait de 3300 ouvertures de comptes par jour en organique sans quasiment faire de pub. Enfin, c'est hallucinant. Et il n'a levé que entre 20 et 30 millions, ce qui est pas beaucoup dans cet univers. Beaucoup. Non, c'est beaucoup. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas les 100 millions. Non, parlais, mais ça, 20-30 millions sur un marché parce que il faut voir aussi sur ce marché. Prenons l'exemple très intéressant de Lydia. C'est un marché qui est très viral. Ouais. Donc au niveau marketing, c'est pas forcément des grosses sommes qu'il faut mettre. Au niveau technologique, il y a de l'investissement technologique, mais c'est pas non plus monstrueux. Ouais, sécurité, il y a beaucoup d'UX, mais oui. Ouais, non, mais à un moment donné, ça s'amortit. Donc il y a pas besoin d'avoir non plus que ça. Après, ce qu'on va regarder, c'est de savoir est-ce que ça peut être un marché mondial. C'est toute la question. Il faut regarder la concurrence dans chaque pays, notamment les pays un peu limitrophes. Déjà, et regardez aussi le business model parce que ça veut dire qu'il y a un succès d'estime, voire que moi je connais pas assez bien l'entreprise, mais je regarderai combien ils gagnent par transaction. Ouais, c'est surtout ça. Et à partir de là, voir le volume qu'il faut pour atteindre une certaine rentabilité. Il y a tout un tas de métriques donc dont on parle sur les univers startup que je recommande à ceux qui nous écoutent de chercher, de diguer, qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on parle d'ARPU, annual revenu per user, total revenu per user, ou MRR, le monthly recurring revenue. Voilà, ça c'est très important dans le SaaS notamment. Exactement, on a dans tous les modèles SaaS en effet. Donc voilà, regardez bien toutes ces terminologies. Si vous tapez ARPU et MRR dans Google, vous verrez tous les autres. Il faut vraiment être assez connaisseur là-dessus. Alors du coup, je reviens sur Lydia. Je prends ta grille d'analyse, je me dis ok, je suis boule sur Lydia, je veux y aller à fond, je veux mettre 100 000 euros ou 10 000 euros. Ok, 10 000. Je vais mettre 10 000 euros. Je fais comment? En fait, j'appelle Cyril, je lui dis Cyril, et puis il me dit, non, mais attends, 10 000 euros, moi, j'ai élevé 30 millions, je m'en balèque, comme diraient les jeunes. Alors, avec un bémol, même 100 000, je veux dire qu'il me dirait, déjà, c'est une société privée, donc elle est pas publique. Ouais. Bon, alors déjà, on peut pas faire grand chose si l'entrepreneur n'ouvre pas son capital, déjà. C'est un premier point. Bon, même s'il ouvre son capital, imaginons qu'il va faire une prochaine levée de 10 millions d'euros, imaginons. Mais a priori, sa prochaine levée, elle fera plutôt 50. Oui, voilà. A priori. Mais bon, après, faut qu'il prouve pourquoi il veut lever 50. Imaginons qu'il veut lever 50.
Logiquement, il n'aurait pas besoin de mes 10 000 ou de mes 100. Non, il n'aurait pas besoin. Mais, je mets un mais, tout dépend ce qu'il veut en faire, parce que aussi une levée de fonds, où il peut passer peut-être par des plateformes, il peut peut-être 3-4 millions dans le crowdfunding, je sais pas ce qu'il veut faire. C'est plus de la publicité, du marketing aussi. Ouais, donc les Anaxago. Voilà, ça fait du marketing, parce qu'en fait, c'est une société qui est un peu virale. Parce que Lydia, c'est viral. Ouais. Donc peut-être qu'il pourrait faire ça pour son aspect marketing. Donc je pourrais passer par le biais d'une plateforme. Voilà, mais attention, c'est que du marketing. C'est pas pour lui, je parle pour Lydia. Il est pas idiot d'être inscrit sur toutes ces plateformes pour voir un peu ce qui se passe dessus. Ça dépend ce que vous voulez faire. Je veux dire, si vous voulez lever de l'argent et travailler, je pense que ça sert à rien. Enfin, moi, je parle en tant qu'investisseur, ouais. Non, en tant qu'investisseur, c'est différent. Là, je parle pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, ça sert à rien. Sauf si vous voulez lever 4-5 millions, ça sert à rien. Si vous levez 500 000 euros, effectivement, il faut passer par les plateformes parce qu'il y a plus de fonds qui va vous donner de l'argent pour 500 000 euros. Donc, ça dépend de la taille. Après, pour l'entrepreneur, ça dépend ce qu'il va en faire. C'est comme la bourse. La bourse, c'est marketing aussi. Quand vous allez en bourse, vous avez effectivement la levée de fonds, mais vous faites beaucoup connaître votre entreprise. Est-ce que c'est important ou pas important? C'est toutes les questions de se poser à l'entrepreneur. Après, au niveau maintenant, vous parlez des investisseurs potentiels, donc les investisseurs qui voudraient trouver ce genre d'entreprise. Vous avez deux façons de le faire. Soit par des fonds comme les nôtres, qui sont ouverts au grand public, qu'on peut trouver, alors pas partout, mais on peut trouver dans des banques privées. Mais c'est pas facile à trouver, mais bon, nous on travaille avec certaines banques privées. Donc je peux pas arriver chez Entrepreneur Venture dire salut, je veux mettre 100 000 euros. Ou alors normalement nous, on peut le faire, mais c'est pas notre objectif. L'objectif c'est plutôt qu'on ait un réseau de conseillers indépendants, ce qu'on appelle les CGPI, donc conseillers indépendants, ou de banques privées partenaires qui peuvent proposer nos fonds. Donc là, on peut prendre aussi en direct. Pour les remercier par mon sponsor actuel, OTA Capital, qui sont partenaires. En fait, exactement. Et qui proposent à leurs clients la possibilité d'entrer dans ce genre de fonds. D'accord. Ok. Voilà, c'est un très bon exemple. Maintenant, à partir d'une certaine taille, on peut regarder en direct, même si on les cherche pas. On peut, s'ils sont recommandés, s'ils ont entendu par exemple le podcast, très intéressant. Bon, on va dire, vous avez entendu parler du podcast. Moi, je suis un investisseur privé qui peut mettre des sommes de 100 000 euros. On peut peut-être regarder. On lui demandera si vous n'êtes pas client à nos partenaires. Mais si ne sont pas clients à nos partenaires, on pourra toujours les prendre en direct. On a quelques clients en direct. Vous venez de ma part, si vous faites ça. C'est ça, voilà. Je négocierai un cut avec. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, ça, on regardera. Après, donc, il y a des fonds comme les nôtres. Vous avez une dizaine d'entreprises comme les nôtres. Après, vous avez donc la possibilité, la nouvelle façon de faire avec les plateformes. Alors là, je serais assez prudent. Tout dépend. Si vous êtes vraiment un cœur d'investisseur et que vous dites, OK, moi, c'est plus pour aider les entrepreneurs que gagner de l'argent, les plateformes, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez gagner de l'argent sur une plateforme, c'est plus compliqué parce qu'il y a pas de sélection. C'est-à-dire que c'est comme un supermarché. C'est-à-dire que il faut une toute petite sélection. Puis vous dites, voilà, vous avez la société A, B, C, D, E, choisissez. OK. Et souvent, ce sont des petites sociétés très risqué. Je pense qu'il y en a qui font plus de sélection que d'autres. Il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. Je ne veux pas rentrer dans les plateformes. Effectivement, je pense qu'il y a certaines plateformes qui sont plus sélectives que d'autres. Mais c'est pas à moi je les connais, mais je vais pas donner des noms. C'est plutôt à vous de les conseiller. J'irai regarder. On explorera de toute façon tous les univers. Sachant que c'est pareil, là-dessus, il y a plusieurs manières de rentrer. On peut rentrer en investissant de manière assez traditionnelle des actions. Et après, il y a, j'imagine, d'autres moyens, de l'obligation, tout à fait. Alors ça, nous, si on prend Entrepreneur Venture, on a de façon les actions, mais la majorité aujourd'hui de nos entrées sont en obligations convertibles. Donc c'est un prêt, en fait, c'est ça? Alors c'est un prêt qui peut devenir action. Donc le prêt, normalement c'est ça, l'objectif c'est de rembourser à 5 ans, in fine, donc le capital est in fine, et les intérêts sont pris trimestriellement. D'accord. Mais ils sont plutôt assez gros, c'est ça, généralement. Ça dépend, mais c'est pas. Ce sont des émissions, si on parle à peu près en moyenne de 3 millions d'euros. D'accord. Bon, mais je veux dire, les intérêts sont assez gros aussi. Ah oui. Ils sont assez importants. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme les quasi-fonds propres pour les banques. Donc, on fait un effet de levier sur la banque. D'accord. Le problème en France, c'est que les banques, c'est blanc ou noir. Il y a plus de gris. Et pourtant le gris, c'est le cas plus important. Je vais reformuler ce que tu as dit. Fonds propres pour la banque, ça veut dire que par exemple, t'arrives, je reste sur Lydia. Cyril, salut. Il écoutera peut-être pas ça, mais on connaît pas. T'arrives chez Lydia, tu leur fais des obligations convertibles pour 5 millions d'euros. Oui, c'est plus. Il reverra ça parce qu'il sera pas dilué. Et donc voilà, donc lui il est content parce qu'il garde ses 70% s'il a ça ou quelque chose comme ça. Tous ces chiffres sont virtuels. C'est juste des exemples. T'arrives avec 5 millions et lui il va prendre ces 5 millions, il va aller voir la BNP.
BNP ou la SG ou sa banque, peu importe. Il va dire je veux un complément. Je veux 30 millions et j'ai 5 millions d'apport. Ou un truc comme ça. C'est un peu beaucoup le levier, mais je dirais que je vais un peu. Je suis ambitieux, moi, tu sais. Voilà, moi je dirais un truc peut-être un peu plus dans le monde réel qu'on a vécu. Hein. C'est-à-dire que par exemple, on est une entreprise de une forte croissance qui voulait dans l'e-commerce agrandir son entrepôt. Ça coûtait 3 millions. Ouais. Donc forte croissance dit peu de rentabilité, etc. Mais une belle entreprise, ça faisait quand même 20 millions de chiffres. Le banquier a dit pourquoi pas, mais il faut renforcer les fonds propres. Lui, il voulait pas être dilué, donc il a pris une obligation convertible à 2 millions. Okay. Donc les 2 millions fait le levier. C'était les convertibles qui valaient à peu près 10%. Ouais. C'est entre 10 et 12% à peu près nos convertibles. De rendement. Alors 5-6% de coupons. Ok. Et après, il y a pris de non-conversion pour pas être dilué à la fin, coupon. Ça fait 10%. Coupon, c'est les intérêts. D'accord, ok. Et après, soit tu choisis d'être converti en actions. Alors, tu restes à ces 5-6%, soit tu n'es pas converti. Voilà, et on va jusqu'à 12%. D'accord. Mais c'est souvent le cas, 10-12%, que la personne qui fait ça veut pas être diluée. Qui choisit de convertir ou pas convertir? C'est nous, c'est l'investisseur. Sauf que, dans la mesure où c'est 5 ans, nous, s'il n'y a pas de fenêtre d'opportunité de liquidité, si l'entrepreneur veut pas vendre, on va pas demander la conversion, on va se rembourser. Bah non, on s'est remboursé, c'est ce qu'on fait. C'est plus de la dette. Bien gagnant, t'es content. Voilà, exactement. Et par contre, la banque qui est venue avec nous est venue à 0,85. Donc en fait, l'effet levier est très important pour. C'est comme ça que il y a beaucoup de transactions que l'on fait comme ça. T'as plusieurs étages. En fonction de la maturité de l'entreprise. Voilà. Et donc on peut trouver aussi des prêts, pareil, sur les plateformes. J'apprends plein de trucs, Frédéric, c'est trop cool. Mais c'est intéressant. C'est le but. Mais j'espère que ça apprend aussi aux gens qui nous écoutent aussi. Et autrement, il y a des plateformes effectivement qui font des prêts et c'est moins risqué que les actions, bien sûr. Mais les rendements sont, disons, des rendements de 7, 8, 9%, ce qui est pas mal du tout. Ouais. Moins de risques. Voilà. Ceci dit, dans les plateformes, quand même, il faut le savoir, vous avez quand même des sociétés qui sont plus petites que dans des fonds un peu comme les nôtres. Donc la rentabilité peut être un peu différente. Il faut savoir, quand on va sur ces genres d'instruments, faut être prêt à perdre. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut être prêt à perdre. Donc faut pas mettre beaucoup d'argent, faut mettre un peu d'argent. Voilà. C'est clair que en fait aujourd'hui on dit qu'il y a beaucoup d'argent, on dit que les rendements sont mauvais généralement. Quand on trouve un truc qui est un meilleur rendement, c'est qu'il y a un risque. En gros, mais il faut expliquer aux gens. Donc, voilà. Donc du coup, le secret en face, c'est quand même d'investir. Ce qu'on a vu sur les différents épisodes que j'ai tournés jusque maintenant, c'est d'investir. Quand tu fais de l'obligation, c'est potentiellement sur 10 obligations différentes. Exactement. Et potentiellement, l'obligation doit représenter 20-30% de ton investissement total, sachant que tu vas mettre 10-20% sur des crypto-monnaies, 30% sur ton immobilier. Non, mais je dis ça comme ça, mais tu dois pas te mettre à fond, full sur de l'obligation. C'est quand même une vieille adage de pas mettre ses œufs dans le même panier. Et il faut continuer à faire ça. C'est pour ça que c'est pas évident. Soit on est des passionnés et on aime ça, et je pense que je dirais que les plateformes sont très bien, mais il faut avoir une certaine somme quand même pour diversifier. Comme on dit, une dizaine d'obligations. Soit on se dit, on prend un peu moins de risques, on va le laisser à des professionnels, et nous, ce qu'on le fait naturellement, un fonds, c'est 15-20 lignes, donc ils sont naturellement déjà faites. Après, les taux de casse peuvent varier en fonction de où vous vous mettez. Nous, aujourd'hui, le taux de casse sur les obligations, c'est 2,5%, donc c'est très faible. Et un fonds, je rentre et je sors quand je veux? Pas forcément. Alors, justement, ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit sur les plateformes, ou que ce soit sur les fonds, si on prend par exemple les obligations, c'est des obligations à 5-6 ans. D'accord. Donc, les rendements sont supérieurs, je dirais, à ce qu'on peut trouver. Aujourd'hui, nos rendements, c'est 5-6% net pour le client. Donc, c'est plutôt intéressant. Sauf que il faut qu'ils prennent bien en compte que ce sont des fonds longs, relativement longs. C'est-à-dire qu'on rentre pas, on peut pas faire liquidité. Comme nous, le sous-jacent, c'est quoi? C'est l'obligation de l'entreprise. Donc, faut attendre que l'entreprise nous rembourse. Oui. Je peux pas faire la liquidité quotidienne dans la mesure où moi ma liquidité est à 5 ans. Oui. Donc en fait l'investisseur rentre et doit attendre 5-6 ans pour être remboursé de son nominal, et puis après ça dépend ce qu'il choisit, s'il veut toucher les coupons ou pas. Voilà. Et c'est pareil sur une plateforme je dirais de crowdfunding. OK. Et pour revenir rapidement aux licornes, quand une licorne cherche de l'argent, donc il y a potentiellement de l'obligation et c'est pareil. Oui, ça peut. Je crois que Uber a fait des trucs en obligation. Oui, alors après ça peut être différents types de montages. Oui. Et donc les montants, tu parlais de 100 millions. Je vois que Uber, je crois que c'est SoftBank qui a remis 500 ou 900 millions. Oui, non mais Uber. Voilà. Mais je veux dire, c'est quoi le spread? C'est quoi? Ça va de combien à combien? Moi, je pense que un Doctolib, quand il cherche de l'argent, il cherche combien?
Ça dépend quand. Hein. Ouais. Maintenant, si Doctolib veut vraiment augmenter ses capacités, je pense qu'on parlerait de montants de 100 à 200 millions. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Mais je dirais que en France, dans le top 50, il faudrait que je regarde, mais je crois que la moyenne des top 50 chez nous, ça doit peut-être 50 millions de levées. 50-60 millions de levées. Et donc, quand même beaucoup, sur hein. des valos supérieurs à 1 milliard, mais pas forcément à 2 ou 3 ou 4 ou 12, quoi. Non, ça a été levé avant la licorne, ça s'est levé inférieur à 1 milliard. D'accord. Là, je vous parle de nos classements des licornes. Après, quand on levait une licorne à 1 milliard, on peut lever plus facilement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut lever 200 millions, ça fait une dilution qui est beaucoup plus faible. On reste toujours souvent dans des ratios, souvent, il y a des exceptions, mais de levées qui sont entre 20 et 30%, c'est ça? Je veux dire, quand tu lèves de l'argent, je suis d'accord. Okay. 20-30%, c'est ce qu'on peut appeler, quand on lève beaucoup d'argent, c'est un peu ce qu'on peut s'attendre dessus. D'accord. C'est à peu près ça. Ok, donc si je vaux 1 milliard, je cherche à lever 300 ou 25, on va dire 250 millions sur une valo à 1 milliard, c'est par exemple, oui, c'est exactement ça. Si on par exemple on voudrait 50-60 millions, pas trop dilué, faut valoir 150-200 millions par exemple. Okay. Après, il y a beaucoup de montages qui sont compliqués, on peut pas y passer peut-être un autre une autre demi-heure, mais je dirais qu'il y a des montages effectivement plus complexes à base de fonds, de parts préférentielles, d'obligations convertibles, effectivement. Non, ce que je voulais vraiment voir avec toi, c'est justement comment tu les trouves, comment tu rentres dedans. On a vu différentes manières, des plateformes, des fonds, des différentes choses. Alors, comment tu en sors? Tu m'as dit sur les fonds, c'est 4-5 ans. Enfin, voilà, c'est la durée du fonds. Alors, 4-5 ans, attention, 5 ans, 6 ans, en obligataire. Si on fait des fonds actions, c'est plus long. Hein. D'accord. On est plutôt aux alentours de 7-8 ans. D'accord. Ouais, donc... ça s'appelle capital patient. Ouais. Capital patient. C'est vraiment du cash sur lequel on doit pas, pas s'attendre, on n'en a pas besoin. Non, alors généralement, on dit que ça peut pas dépasser 10-15% du patrimoine. D'accord. 10-15%, d'accord. Et sur une licorne, voire des scale-up, la dernière question que j'avais autour de ça, c'est quoi un bon rendement? Alors, toujours pareil, ça veut pas dire grand-chose. En fait, ce qu'il faut parler, c'est le rendement risque. Ouais. Rendement risque. Quand vous avez 0,75 sur votre livret A, est-ce que c'est un bon rendement? Non. Mais est-ce que c'est un bon rendement risque? Peut-être. C'est mieux que de l'avoir sur son compte courant, on a zéro, quoi, en fait. On se compare. Voilà. Donc, on se compare par rapport au risque. Quand on regarde un petit peu les différents types chez nous, et puis pareil, je dirais chez les confrères, quand vous êtes dans la start-up, moi je considère qu'il faut viser les 15-20%. D'accord. De rendement sur votre ligne, minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de risques qu'il faut bien compenser ce risque par rendement. Quand vous arrivez sur la scale-up en action, on est plutôt sur du 10-15. D'accord. Quand vous arrivez sur l'obligation convertible de société mature, vous êtes plutôt du 5-7. Ok. Voilà. Donc c'est ça les bons couples, le couple rendement-risque. Okay. Quand vous êtes aujourd'hui sur de l'immobilier et de la pierre papier, votre couple rendement-risque c'est du 3. Et si vous faites de l'assurance vie, vous êtes à 1,5. Voilà, c'est plutôt ce que vous cherchez. Maintenant, il faut être clair. Je dirais que si vous cherchez moins de 15% de rendement quand vous êtes dans la start-up, c'est un problème. C'est-à-dire que vous avez payé trop cher quelque part ou que le risque ne vaut pas la peine. D'accord. Écoute, c'est assez clair. Non, mais là, je vous parle en tant que professionnel. Après, c'est comme tout. Si vous mettez vos 10 000 sur une entreprise qui est la bonne, ça sera pas 10-15%. C'est peut-être, vous allez faire du 30 ou 40% de rendement sur 4-5 ans. Si tu as trouvé le fait de le reproduire 20 fois. Ça, c'est pas mon métier. C'est ça. C'est une vraie martingale, ça existe pas. Je sais pas, c'est le titre du podcast. Non, mais c'était aussi une chimère. C'est comme ça qu'on le présente. Mais l'idée, c'est de se dire que en tout cas, en la cherchant, on trouve des choses et peut-être qu'on aura quelques petits coups de chance dans tout ça voilà. Écoute, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Je vais te poser une dernière question au moins. Frédéric, c'est quoi ta martingale à toi? Alors, quel sens? Le sens, c'est si tu devais prendre l'argent d'un de tes proches, soit ta mère par exemple, ou quelque chose comme ça, que tu devais l'investir en lui disant ces petites économies, en lui disant là-dessus, vas-y, c'est un
Alors malheureusement, je vais être encore un peu peut-être déceptif. Livret A, maman, livret A. Non, toujours pareil. Il y a un autre critère qu'on oublie, c'est quel âge avez-vous? Mais oui, parce que de partir sur 8 ans quand t'as 75 ans, c'est bien joli, mais tu vas finir le plus riche du cimetière, quoi. Donc je vais plutôt parler des jeunes, Ouais. d'accord, parce que c'est quand même plus sympa. C'est quelqu'un qui commence à bien réussir dans la vie, qui est cadre supérieur, 28 ans, libéral ouais. ou qui a un petit peu d'argent, bref, Ouais. une trentaine d'années, et qui a envie de faire fructifier les quelques économies qu'il commence à faire. Donc là, effectivement, je lui conseillerais d'aller vers l'entreprise et l'entreprise de non côté et trouver des solutions. Donc là, dans son patrimoine là-dessus, je pense qu'il peut y consacrer 20%, 25%, parce qu'il est jeune, il peut tenter. Et là-dessus, j'arbitrerai entre des obligations de non côté et une partie un peu plus pushy dans l'action. Et puis s'il aime bien, il peut prendre un peu de start-up, un peu de scale-up. Voilà, c'est des choses comme ça. Et là-dessus, en fait, l'idée, c'est que t'as Mais pas dépasser les 20-25%, parce que de l'autre côté, il faut quand même qu'il ait un peu d'épargne de long terme, Ouais. que ça soit s'il veut acheter un appartement, s'il veut faire, il peut mettre un peu dans l'assurance vie, etc. Ouais. Mais par contre, moi je trouve 25% un peu risqué dans l'économie réelle et productive, et j'insiste là-dessus parce que quand même son argent ira vers le productif. Ouais. Donc c'est quand même l'emploi de demain. Ça crée Et c'est la l'emploi. France de demain. Ouais. Donc j'insiste un peu là-dessus. Voilà ce que je dirais. T'as vraiment raison sur ce point. Ouais, c'est hyper intéressant et Alors, là-dessus. mais à la grand-mère, par contre, là, dans l'autre spectre, honnêtement, je n'irai pas. Ouais. Je n'irai pas. C'est trop long. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, je le ferai pas. J'aurai d'autres placements. Voilà. D'accord. Non, je pose cette question, c'est plus une question justement par rapport à la confiance, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme type, parce que et donc pour finir, ouais, en effet, sur ce que tu dis, sur ces 20-25% que tu places, t'as deux options pour y aller. Soit tu y passes plein de temps, tu regardes plein de boîtes, c'est une passion et tu te dis ok, j'analyse les choses, je regarde, etc. Et t'essayes de rentrer petit à petit dans des choses en y mettant beaucoup de C'est une soutien. passion. Hein. Voilà, c'est ça. Soit tu fais confiance à des professionnels qui eux ont quand même des obligations envers toi parce que c'est de plus en plus public en plus tout ce qui est fait. Ce que je veux dire, toi ou les intermédiaires dont on Non, mais parlait attention, tout à il y a des l'heure. reportings, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des reportings tous les trimestres, par exemple, où ce qui est intéressant quand même dans le placement, c'est que c'est absolument vivant. Ouais. Parce qu'on a le reporting, on sait dans quelle entreprise. Chaque entreprise est bien détaillée, Ouais. donc on sait où on va, on sait dans le futur après comment elle se comporte, donc c'est quand même dynamique. Et puis si tu fais des performances dégueu, ben tout le monde le verra puisque Ah ben non, les mais bien fonds ils sûr, sont notés, ils sont mis en avant. bien sûr, donc une performance dégueu, c'est ce qu'on appelle un vote avec les pieds des actionnaires, c'est qu'on le voit plus. Hein. Ouais. C'est plus un client. Ouais. Donc c'est quand même dommage. Aujourd'hui, on a à peu près 25 000 clients quand même qui nous font confiance. Chez Entrepreneur Ouais, Venture. c'est énorme. Incroyable. C'est énorme. Ok. Mais je dirais qu'effectivement, c'est normal. Hein, on fait des mauvaises performances, on n'a pas été transparent, les gens viennent plus. Par contre, si on est transparent et qu'on fait des performances moyennes, on peut l'expliquer et puis les gens peuvent retenter leur chance sur un autre produit. Voilà. Après, c'est une entreprise comme une autre. Hein. Je dirais, il faut donner la confiance. Écoute, je prends mon arbalète, je vais aller chasser des licornes. Oui, Je te alors remercie. il faut tous les jours. Je dirais que les licornes, il en faut, mais il faut aussi des sociétés, ce qu'on appelle les scale-up, c'est-à-dire des très bonnes sociétés à côté. Et j'insiste beaucoup, on parle beaucoup de mouvements en ce moment, etc. Mais plus on aura d'entreprises privées françaises de qualité, plus de PME, de croissance, plus d'entrepreneurs, des jeunes qui sont dedans, moins on aura de problèmes sociaux. Hein, c'est très clair. Hein. On a touché un peu du doigt tout ça avec les obligations, mais c'est un épisode que je veux faire absolument sur justement aussi ces boîtes qui ont un peu moins le vent en poupe. Mais qui sont ces bonnes grosses très PME. Important. Nous, 50% de notre business, il est ce qu'on appelle la scale-up un peu technologique, qui va chercher les licornes, etc. Mais les autres 50% pour nous, c'est des PME classiques. Ouais. Et souvent qu'on trouve en région. Ouais, c'est ça. Et qui sont essentielles, on l'a bien la vu. Boîte qui fait des poils. Oui, mais c'est très important. Ouais. Parce que quand on dit boîte qui fait des poils, elle ne survit parce qu'elle est que l'innovation. Ouais. Elle fait des poils. Si elle fait pas des poils innovantes, elle a plus de marché. Ouais. Donc toutes ces sociétés-là sont innovantes. Et souvent en France, on a tendance à voir l'innovation soit dans la biotech, soit dans l'ultratech informatique, etc. Ouais. Non, il y a toute innovation des PME traditionnelles. Écoute, super. Bah, ça nous ouvre la voie à un autre épisode. On en reparlera alors. Avec plaisir. Je te remercie, Frédéric. Frédéric Zablocki, on te trouve sur LinkedIn. Moi, c'est là où je t'ai trouvé aussi. Sur je crois qu'on a Twitter aussi, mais c'est l'entreprise Entrepreneur Venture. D'accord. Entrepreneur Venture qu'on peut suivre un peu à droite à gauche. Oui. Et puis aussi, du coup, par le biais de très bons conseillers, quoi. Voilà, exactement. Merci, Frédéric. Merci à toi, surtout. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale.
Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.